Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast qui parle de développement personnel, de spiritualité et d'ésotérisme. Dans cette troisième et dernière partie de la mini-série sur la loi d'attraction, on va discuter ensemble des dernières actions à mettre en place pour profiter pleinement de la puissance de votre cerveau. Alors c'est parti pour ce 26e épisode. Bienvenue dans ce 26e épisode, je suis contente de vous retrouver pour la troisième et dernière partie de notre mini-série sur la loi d'attraction. Si vous tombez sur cet épisode par hasard, je vous conseillerais d'aller écouter la partie 1 et 2 d'abord et ensuite de venir écouter la partie 3, comme ça vous aurez vraiment les bases depuis le départ. Donc dans cette dernière partie, on va voir comment mettre en pratique dans notre vie de tous les jours la loi d'attraction grâce à ce qu'on a vu notamment dans les épisodes 1 et 2. Pour rappel, on avait vu comment poser une intention, on avait aussi vu les 6 principes de la loi d'attraction, on avait parlé de comment notre cerveau fonctionne et de son incroyable faculté à se modifier tout au long de notre vie, la possibilité qu'on a de changer certaines connexions neuronales qui ne nous servent plus, et j'avais également sorti l'épisode 23 sur la visualisation et le tableau de vision qui fait également partie de cette série sur la loi d'attraction que je vous invite également à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc lançons-nous dans le vif du sujet. La clé pour la loi d'attraction, c'est de maîtriser vos pensées. C'est vraiment la première clé qui vous aidera à obtenir tout ce que vous souhaitez. Pour ça, il faut un peu d'entraînement et de discipline. Bah oui, rien ne vient facilement malheureusement. Et on a tous la possibilité d'accéder plus souvent à une partie plus importante de notre potentiel cérébral. Et souvent on ne le fait pas parce que on n'a pas conscience à quel point notre cerveau est génial, flexible. Selon l'auteur du livre La Source, sur lequel je m'appuie pour cette série sur la loi d'attraction, et que je vous conseille très fortement d'ailleurs, donc dans ce livre, l'auteur mentionne 6 façons de penser, 6 aspects qui représentent de façon simplifiée nos voies neuronales. Ces 6 façons de penser sont en 1, l'intelligence émotionnelle pour maîtriser ses émotions, en 2, la présence physique, en 3, l'instinct et l'intuition pour se faire confiance, en 4, la motivation pour persévérer et atteindre ses buts, en 5, la logique pour prendre les bonnes décisions, et en 6, la créativité pour dessiner son avenir et sa vie idéale. Et si on reconnaît ces différents aspects et qu'on apprend à les utiliser de manière équilibrée dans notre vie, eh bien on finira par maîtriser notre cerveau de façon à développer un état d'esprit positif et plus centré qui va nous permettre de vivre au mieux notre vie. Se rendre compte que ces 6 aspects sont liés et qu'il faut un équilibre, c'est nécessaire. Par exemple, ça serait absurde de se dire qu'une rupture que l'on vient de vivre ou des problèmes avec nos enfants n'impacte pas notre efficacité au travail. De même que se dire qu'un licenciement au travail n'a aucune répercussion sur notre vie familiale. Il est vraiment important de comprendre que ces situations et cette façon de penser épuisent et éparpillent nos ressources et qu'il faut savoir agir en conséquence pour atténuer au maximum les effets. Donc, je parlais de ces 6 aspects de nos voies neuronales. Et en fait, à chaque fois qu'une situation se présente à nous, ces 6 aspects sont activés. Certains avec plus de force que d'autres. Dans son livre, justement, l'auteur, elle présente un moment typique où ça pourrait se produire. Par exemple, vous marchez dans la rue et vous rencontrez une amie ou un ami et voilà ce qui va se passer. Avec le premier aspect de l'intelligence émotionnelle qui va se mettre en route avec les émotions, vous allez d'abord ressentir une grande affection en voyant cet ami. En 2, c'est l'aspect physique, donc la présence physique qui va rentrer en jeu. Vous allez ressentir un élan de chaleur dans votre ventre et vous allez commencer à accélérer votre démarche pour arriver à votre ami plus vite. Vous êtes content de le ou la revoir. En 3e, l'aspect intuition et instinct qui va s'activer. En lui faisant par exemple la bise ou en lui serrant la main, vous ressentez que cet ami se sent un peu fatigué ou submergé par certaines choses. En 4e, l'aspect motivation.
Vous aurez envie d'investir davantage dans cette relation parce que vous voulez que votre ami se sente bien. En cinquième, c'était la logique. Donc la logique va se mettre en route et là, vous allez vous rappeler que « Ah tiens, mon ami voulait changer de travail la dernière fois qu'on s'était parlé. » Donc du coup, vous allez vous rappeler de lui demander comment ça se passe, sa recherche, etc. En sixième aspect, il y avait la créativité qui arrive. Donc vous commencez à imaginer où vous pourriez aller boire un verre, où les prochaines choses à faire ensemble vont se passer dans le futur, peut-être un voyage, une sortie au restaurant. Voilà, donc comme vous voyez, ces 6 aspects rentrent tous en compte dans notre vie de tous les jours et évidemment ça prend quelques secondes. Donc c'est très rapide et presque simultanément sans réflexion consciente. Certains aspects peuvent ressortir plus fortement que d'autres. Par exemple, si vous n'appréciez pas cet ami et que vous le rencontriez dans la rue, peut-être que l'aspect émotionnel serait plus fort que la logique ou la créativité, par exemple, parce que vous ressentez, je sais pas, de la rancune ou de la colère envers cette personne. Souvent, les émotions prennent le dessus sur tout le reste. Et justement, si c'est le cas et que les émotions vous submergent, ça vient montrer par exemple que vous avez peut-être de la peine à réguler vos émotions. En tout cas, c'est important de savoir que certaines voies neuronales sont sous-utilisées dans notre société, comme justement l'intelligence émotionnelle ou parfois même l'intuition. Un exercice que vous pouvez faire pour mieux vous comprendre, c'est de prendre une feuille, de noter ces 6 aspects-là, de prendre une situation qui vous est arrivée il n'y a pas longtemps et de noter les choses que vous pouvez observer dans chacun de ces aspects. Et là, vous pourrez vous rendre compte de ce qui a besoin d'être travaillé. Quelles voies neuronales sont trop fortes et lesquelles ne sont pas assez. Le but serait bien sûr d'atteindre un équilibre sain entre les 6. Maintenant, je vous propose qu'on prenne chacun de ces aspects et qu'on les décortique un peu plus en profondeur. Commençons par le premier, l'intelligence émotionnelle. On le sait, la maîtrise de ses émotions est vraiment primordial en société. Et c'est important de se rappeler que nous sommes des créatures émotionnelles et non rationnelles. Et la plupart des personnes ont justement de la peine à composer avec ce côté-là. Notre vie moderne freine totalement notre aptitude à ressentir pleinement nos émotions. Et c'est d'autant plus important d'affiner notre intelligence émotionnelle si on veut vivre au mieux notre vie. Donc tout d'abord, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 4 sur les émotions que j'ai enregistré. Vous pouvez le faire à la fin de cet épisode, il n'y a pas de stress. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le conseille parce que je vous parlais justement d'une échelle des émotions, un outil très intéressant pour vous faire passer d'une émotion plutôt négative à une émotion plutôt positive et qui est plus haute sur l'échelle. Et je vous expliquais aussi comment naissent les émotions dans notre cerveau. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter après. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour utiliser tout notre potentiel humain, nous ne pouvons plus agir en étant à la merci de nos émotions, mais pas les empêcher de s'exprimer, encore une fois. Un exercice pour mieux vous comprendre, vous et vos émotions, serait de répondre à ces 5 questions. Première question, comment est-ce qu'on exprimait les émotions dans votre famille quand vous étiez petit? Comment est-ce que les conversations difficiles et les désaccords étaient abordés? En 2, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez proche de vos émotions? Troisième question, est-ce que vous trouvez plutôt facile ou difficile de réguler vos émotions? En 4, comment est-ce que vous arrivez à établir un rapport avec une nouvelle personne que vous venez de rencontrer? Et la 5e question, à quelle fréquence est-ce que vous sentez que vous vous connectez à la personne avec qui vous parlez? À quel moment vous sentez que vous avez un sentiment mutuel de compréhension, que vous vous connectez réellement à l'autre personne? Une fois ces questions répondues, vous verrez comment vos émotions ont tendance à s'exprimer. Vous pouvez aussi vous demander comment vous gérez le stress et l'impact qu'il a sur vos émotions. Est-ce que vous avez tendance à toutes les empêcher de sortir quand vous êtes, je sais pas, au travail et que du coup, en arrivant à la maison, vous explosez? Voilà, le thème des émotions, il est vraiment très complexe, il y a beaucoup de choses à dire. Je ferai d'ailleurs un épisode dédié à ce sujet dans quelques semaines qui viendra compléter l'épisode 4 sur les émotions. Passons au deuxième aspect, la présence physique. C'est important d'entretenir la connexion entre votre esprit et votre corps. Un corps dans lequel on va se sentir bien va avoir un impact considérable sur notre mental et notre état d'esprit. Pour ça aussi, je vous propose un exercice, le scan corporel. Donc si vous le pouvez, je vous conseille de le faire en même temps que je l'explique. Commencez par vous asseoir confortablement,
Asseyez-vous de préférence sur une chaise en gardant le dos assez droit, les mains sur les cuisses et les pieds bien à plat sur le sol. Fermez les yeux et détendez-vous. Commencez par prendre conscience de votre corps. Est-ce qu'il est plutôt détendu ou tendu? Ressentez la sensation du poids de votre corps qui est sur la chaise. Ressentez bien tous les points de contact de votre corps avec la chaise. Prenez quelques grandes inspirations. Vous commencez par inspirer par le nez en comptant lentement jusqu'à 4. Et expirez encore plus lentement en comptant aussi jusqu'à 4 ou 5. Au moment où vous inspirez, essayez de vous concentrer sur l'oxygène qui emplit votre corps. Et à chaque expiration, sentez votre corps se détendre encore un peu plus. Maintenant, tournez votre attention sur la plante de vos pieds qui sont posés au sol. Sentez le poids et la pression, une éventuelle vibration, sentez la température. Déplacez votre attention le long de votre corps jusqu'à vos jambes qui sont déposées sur la chaise. Détectez toute pression, toute pulsation ou sensation de lourdeur ou de légèreté. Prenez conscience de votre dos contre le dossier et prenez conscience de la région de votre ventre. Est-ce qu'il est tendu? S'il est tendu, essayez de le relâcher. Inspirez et expirez. Regardez vos mains. Est-ce qu'elles sont fermées, crispées? Détendez-les. Essayez de vous concentrer vraiment sur chacun de vos doigts. Maintenant, concentrez-vous sur vos bras et les sensations qu'ils vous procurent. Laissez sans effort vos épaules s'abaisser. Continuez à bien inspirer et à expirer le plus lentement possible. Déplacez ensuite votre attention sur votre cou et votre gorge. Vous pouvez baisser légèrement le menton pour allonger votre colonne vertébrale. Desserrez les mâchoires et si votre langue est collée au palais, relâchez-la aussi. Laissez les muscles de votre visage et même vos yeux se détendre. Continuez à inspirer et à expirer. Concentrez-vous ensuite sur le dessus de votre tête et imaginez une ligne qui descend de la tête jusqu'au coccyx. Puis prenez conscience de tout votre corps en entier. Sentez-le vraiment comme une entité connectée qui respire. Respirez profondément en comptant jusqu'à 3 et ouvrez à nouveau les yeux s'ils étaient fermés. Voilà pour ce petit exercice. Faire cet exercice régulièrement comme une forme de méditation peut vraiment vous aider à mieux vous connecter à votre corps et à reconnaître les signes quand quelque chose ne va pas bien. C'est là que l'interoception rentre en jeu. L'interoception, c'est en fait la capacité de percevoir ce qui se passe dans notre corps, mais de manière subtile. On a tous l'habitude d'utiliser notre ouïe, notre vue, notre odorat, notre toucher, mais l'interoception, c'est différent. C'est ce qui nous aide à comprendre les signaux internes de notre corps. Quand on a faim, soif, notre température, notre rythme cardiaque, notre état digestif. Par exemple, les enfants maîtrisent parfois mal cette fonction interoceptive parce que parfois ils peinent à reconnaître le moment où ils ont besoin de faire pipi ou quand ils ont froid ou soif. Normalement, la plupart des gens n'ont pas de mal à reconnaître et à interpréter ces messages, mais c'est plus les messages subtils qui passent parfois inaperçus. Et notre vécu va affecter notre aptitude à l'interoception. Si quand vous étiez jeune, votre famille était souvent dans la retenue ou décourageait l'apitoiement sur soi et qu'on vous disait souvent
oh fais pas ton bébé ou bien oh mais t'as rien quand vous tombiez, en étant adulte, il se peut que ces enfants aient du mal ensuite à décoder les signaux que leur envoie leur corps. Ces signaux sont donc transmis au cerveau par plusieurs voies neuronales. Vous savez, ce sentiment ou sensation que vous avez quelques jours avant de tomber malade, avant d'avoir un gros rhume. Des fois, 1 ou 2 jours avant, vous vous dites « Ah, je crois que je couvre quelque chose ». Ça, c'est justement un exemple d'interoception. Votre corps, il vous envoie des micro-signaux pour vous dire que votre système immunitaire, il n'est pas au top. Donc le but, ce sera d'apprendre à lire votre corps. Faire attention à ces petits signaux. Je sais pas, des picotements dans la gorge, les yeux qui piquent, des spasmes musculaires. Notre corps nous parle constamment. Alors faisons attention à ces papillons dans le ventre quand on va voir quelqu'un ou lorsque notre gorge se serre, quand on devient triste, quand vous êtes ballonné après avoir mangé de la pizza. Peut-être que vous avez une intolérance au gluten. On a tous la capacité de connaître notre corps et de nous y connecter. Notre corps, c'est aussi le lien qui nous lie à nos émotions. Les symptômes physiques sont les meilleurs et même les premiers indicateurs de notre état psychologique. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant que tout le monde devrait, à mon avis, se procurer. C'est le Grand Dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Je mettrai un lien dans la barre d'infos en bas. C'est un dictionnaire qui recense énormément de maladies ou de petits mots, mais surtout leurs causes. Par exemple, si ça vient de nos émotions mal gérées, de nos pensées négatives, etc. Et il permet de prendre conscience de l'origine de nos petits tracas physiques, de changer nos attitudes et nos pensées pour régler le problème avant d'aller chercher un médicament. Vraiment, c'est un investissement que je conseille à tout le monde. Ensuite, pour le 3e aspect, nous avions l'intuition. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur cet aspect parce que j'ai déjà fait un épisode à ce sujet. C'est l'épisode numéro 2 sur l'intuition que je vous conseille d'aller écouter aussi après celui-ci, comme ça j'évite de me répéter. Ensuite, le 4e aspect était la motivation. La motivation, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Comprendre ces motivations et ce qui nous pousse en avant, c'est primordial pour maîtriser la loi de l'attraction. Il faut trouver son but. Des scientifiques ont étudié les habitants de la ville japonaise d'Okinawa, qui est connue pour la longévité de ses habitants justement. Et les scientifiques ont remarqué que les habitants de cette ville prenaient le Ikigai très au sérieux. Alors qu'est-ce que l'Ikigai? Alors on peut le traduire littéralement par ce qui donne envie de se lever le matin. Donc ces habitants, ils ont tous un très fort Ikigai. C'est un but et une motivation très forte. Le fait d'avoir un but dans la vie, ça augmente notre bien-être. Parce que plus on a une envie forte d'accomplir quelque chose, plus on sera satisfait à chaque pas que l'on prend vers ce but. Le fait de progresser vers ce but final nous apporte une énorme gratification. Il faut toujours suivre sa passion. Souvent, quand on arrive à un certain tournant dans notre vie et qu'on fait une petite crise, je sais pas, une crise de la trentaine, de la quarantaine, peu importe, c'est parce qu'on a perdu de vue notre but, notre objectif. Parce qu'on s'est peut-être trop entêté dans un travail qui ne nous plaît pas finalement, ou qu'on s'est posé dans une relation juste pour ne pas être seul. Alors oui, il faut trouver sa motivation, mais il faut aussi faire attention aux sources de motivation négative. Je m'explique. Une motivation négative, c'est lorsque les émotions liées à la survie, comme la peur, la honte ou le dégoût, deviennent une source de motivation. Pour le cerveau, la plus grande motivation, c'est la survie. Ça c'est clair, ce côté-là n'a pas changé depuis le temps de nos ancêtres qui vivaient dans les grottes. Par contre, nos besoins profonds ont bien changé. Quand on se fait guider par des motivations négatives, on va par exemple rester dans une relation avec une personne que l'on n'aime plus, juste par peur ou honte de finir seul. Et c'est là-dedans qu'il faut éviter de tomber. Je ferai un épisode consacré à la motivation et à l'ikigai que j'ai mentionné plus haut, parce que je trouve important d'aller en profondeur dans ce sujet, comment se trouver un but dans la vie, etc. Mais dans tous les cas, quel que soit votre but ou votre intention, par exemple, je sais pas, vivre une vie équilibrée, retrouver la santé, avoir une belle carrière professionnelle. Renforcer votre motivation va vous aider à passer de l'imagination à la réalité. Essayez de noter bien à plat quels sont vos objectifs, vos buts, à court et à long terme. Qu'est-ce que vous allez faire pour les atteindre? Quelles sont les actions que vous allez prendre? Quels obstacles peuvent survenir et qu'est-ce que vous pourrez faire pour les surpasser?
Pour vraiment approfondir votre motivation, c'est important d'avoir un esprit d'abondance. Si vous vous souvenez, on avait justement parlé dans le premier épisode de cette série sur la loi d'attraction du principe de l'abondance, le fait de voir la vie de façon abondante et pas sous un angle de manque. Se persuader qu'il y aura assez de place, assez d'argent, assez d'amour pour tout le monde, à volonté, et plus vous aurez cette vision d'abondance, plus vous serez libre et pas limité. Le 5e aspect était la logique. Dans notre société, on accorde énormément d'importance à la logique et à l'analyse plutôt qu'à la créativité, l'intuition ou l'empathie. Même si ces qualités sont quand même bien plus difficiles à maîtriser que la logique ou l'analyse. En tout cas, c'est sûr que dès l'enfance, on nous a entraînés à raisonner avec la logique. La logique, c'est extrêmement important dans notre société et même pour la loi d'attraction. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est au danger de la logique. Quand notre cerveau essaye d'appliquer la logique à une situation, il va puiser dans les règles de cause à effet selon lesquelles toute action entraîne une conséquence. Et c'est très bien, parce que ça permet d'assumer la responsabilité de ses actes. Par contre, d'un point de vue négatif, cette forme d'interprétation peut nous rendre un peu trop prudents. C'est-à-dire que toutes les décisions qui vont sembler à la logique un peu imprudentes, un peu risquées, alors on ne va pas les prendre parce que notre logique va nous dire « Oula, danger !» Mais parfois, il faut prendre certains risques mesurés pour avoir certaines choses. Et il faut savoir que prendre une décision logique, c'est une tâche qui demande beaucoup d'énergie cérébrale. Donc si on peut diminuer le nombre de fois où l'on fait des choix dans la journée, c'est mieux. Par exemple, essayez de préparer le soir avant de vous coucher les habits du lendemain ou votre petit-déj, histoire de ne pas vous poser les questions « Oh, je me mets quoi aujourd'hui ? Oh, et je mange quoi ?» durant 30 minutes. Vous perdrez moins de temps et moins d'énergie que vous pourrez utiliser plus tard. Aussi, c'est bien de souligner qu'être logique, ça s'applique pas forcément à toutes les sphères de la vie. Par exemple, si vous prenez vos collègues de travail, peut-être qu'ils prennent que des bonnes décisions au travail, mais qu'à l'extérieur, dans leur vie privée, peut-être qu'ils enchaînent les erreurs, les mauvaises amitiés, les mauvais partenaires amoureux, les conflits familiaux. Il y en a beaucoup comme ça, des gens qui excellent au travail, mais dont la vie personnelle est un peu chaotique. Ça montre que la logique et la maîtrise des émotions ne vont pas toujours de pair. Quelqu'un de logique ne sera pas forcément bon en gestion des émotions. Ce sont des choses à travailler séparément pour avoir un bon équilibre. Pareil pour la loi d'attraction, il faut savoir maximiser ces deux qualités. Certaines personnes très intelligentes vont avoir du mal à adopter une approche globale pour évaluer une décision. Ils vont peut-être être trop attachés à leur propre façon de voir les choses, ils auront peut-être un parti pris trop important dans leur inconscient ou un manque de gestion de leurs émotions. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les parents divorcés. Souvent, chacun va garder un rôle bien défini, peut-être trop défini. Je sais pas, le rôle de l'adulte rigide, le rôle de l'adulte marrant qui laisse tout faire. Et au final, on va oublier d'écouter ses émotions pour se mettre dans cette logique de « Ah, j'ai toujours été vue comme ça dans mon couple et avec mes enfants, alors je reste comme ça et je prends toutes mes décisions comme ça. » Donc être flexible quand on prend des décisions, même logiques, c'est important. Évaluer un problème en sachant s'adapter, c'est aussi une forme de logique. Et pour finir, le dernier aspect était celui de la créativité. La créativité, c'est savoir imaginer, visualiser. Créer la vie qu'on souhaite, c'est utiliser cette créativité pour se projeter, imaginer, mais aussi pour repérer les occasions qui se présentent autour de nous et qui pourraient nous rapprocher de notre avenir souhaité. La créativité, c'est une forme de liberté. Elle va permettre d'orienter votre force avec la loi d'attraction vers ce que vous rêvez. Un cerveau qui est créatif, c'est un cerveau qui est capable d'utiliser ses ressources de manière différente pour obtenir des résultats différents aussi. Se réinventer, imaginer, améliorer ou bien repenser une idée. Malheureusement, il y a des gens à qui on a dit « Oh, t'es pas très créatif ». Et ça, c'est bien une des choses à ne pas dire à quelqu'un. Vous allez le couper complètement dans son élan. Il ou elle ne voudra jamais plus s'exprimer en dehors des lignes, s'habiller de façon originale, démarrer un projet un peu spécial. Être créatif, c'est pas que savoir dessiner, peindre, faire de la musique. Être créatif, c'est savoir créer son avenir, vivre pleinement sa vie. Pour profiter de sa créativité, il faut juste éviter de se censurer, se donner de l'espace, réfléchir de son côté,
loin des distractions. Ça permet de se rendre disponible et ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles perspectives. D'ailleurs, pour vous aider dans votre créativité, créer un tableau de vision, c'est une très bonne manière. L'épisode 23 que j'ai fait à ce sujet, il est aussi en ligne, donc si vous souhaitez le consulter à la fin de cet épisode, n'hésitez pas. Dans tous les cas, essayez au moins de tenir un petit journal et quand vous avez une idée qui vous vient, même complètement folle, peut-être elle vous sera utile plus tard. Rien n'est idiot ou étrange, c'est de la créativité tout simplement. Alors notez tout. Si vous vous censurez ou rejetez vos idées hors du commun, vous vous privez de belles choses qui peuvent avoir un impact pour votre futur. Et si vous avez quand même du mal avec cette idée et que vous vous dites « Non mais moi je suis vraiment pas créatif », alors essayez une nouvelle activité. Sortez dans des endroits différents, regardez des films différents, de la musique qui change de vos habitudes. Parfois, il faut un peu changer d'air et d'environnement pour avoir un nouvel élan. Voilà, on est arrivé à la fin de ces 6 aspects, les 6 voies neuronales à équilibrer pour utiliser la loi d'attraction à son plein potentiel. Je sais que ça peut paraître beaucoup et que vous avez eu beaucoup d'informations et que vous vous dites peut-être que bon, c'est impossible. Mais ce sont parfois des choses très simples à mettre en place et des habitudes à prendre tout simplement. Il ne faut pas hésiter à réécouter la série depuis le début et à aller écouter aussi les épisodes auxquels j'ai fait référence pour bien approfondir. Et bien sûr le livre sur lequel je me suis appuyée, La source du Dr Tara Swart, c'est le guide qu'il vous faut si vous voulez avoir tous les exercices à faire. Il est vraiment top, si jamais je le mettrai dans la barre d'infos. Et il est également sur le compte Instagram Esprit Sérendipité. Mais avant de vous quitter, je vous propose de vous donner un petit résumé et quelques derniers conseils pour la loi d'attraction. Pour moi, l'étape numéro 1 serait déjà de prendre conscience de votre pilote automatique et le désactiver. Essayez d'être plus présent dans votre vie et pas tout le temps dans vos pensées. Faites vraiment les choses en conscience. L'étape 2, ce serait de repérer vos modèles familiaux, amicaux, bien ancrés chez vous, qui vous fait du bien dans votre vie et qui devrait ne plus avoir sa place dans votre quotidien. Quels sont les modèles que votre cerveau a mis en place qui étaient basés sur des peurs ou des schémas de comportement qui appartenaient à vos parents par exemple. Une fois que vous les avez identifiés, vous pourrez les travailler pour les faire disparaître. Étape 3, voyez les échecs autrement. Ne voyez pas vos échecs de façon négative, mais plutôt comme une façon de vous améliorer. Un pas de plus vers la victoire. Étape 4, tenez un journal. Un journal où vous noterez vos pensées, vos ressentis, les choses positives et négatives. Notez ce qui vous apporte de l'énergie, ce qui aspire votre énergie aussi. Parlez de vos amis, famille, travail, sentiments. L'important c'est d'apprendre à mettre des mots sur tout ça pour mieux vous comprendre. Étape 5, posez votre ou vos intentions. Écrivez vos intentions pour votre mois, année ou vie. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Est-ce que vous souhaitez avoir davantage confiance en vous? Est-ce que vous souhaitez obtenir l'emploi de vos rêves? Rencontrer une personne avec qui vous vous sentez bien et fonder une famille? Notez-le tout simplement. Et la dernière étape, créez un tableau de vision, collez des images qui vous inspirent pour vous motiver à aller de l'avant. Voilà pour moi les étapes importantes à retenir. Utiliser la loi d'attraction, ça se travaille, c'est une habitude à prendre, mais une fois qu'on a conscience de tout ça, c'est difficile de revenir en mode pilote automatique comme avant. Ça change la vie, je peux le garantir. Voilà, du coup cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas ou à partager la vidéo. Vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur toutes les plateformes de podcast de votre choix, mais aussi sur Spotify et YouTube. Vous pourrez aussi retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram. Et sinon, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.